Alors là, nous sommes clairement le 4 ou le 5 mars 2024 et il semble qu'il pleut abondamment au pays. Et jusqu'ici, personne n'avait rien dit par rapport au retour effectif des pluies. Donc ce matin, on a eu la chance d'avoir une note, je ne sais pas de qui, mais qui avertisse globalement la population de manière en tout cas étatique pour le changement climatique, mais plus encore pour les décisions à prendre par rapport au retour des pluies. Dans la suite de cette vidéo, puisqu'on va lire la note pour essayer de voir de quoi il est question, je vais vous donner 5 recommandations à suivre pour l'avenir de l'agriculture de notre pays. C'est-à-dire, globalement, je vous dirai exactement 5 choses qui pourront vous aider. Des choses que par le passé, deux fois, on ne le fait pas. Et si on essaie de respecter ces 5 choses, forcément, on aura des décisions favorables pour l'avenir de notre agriculture. Voilà, donc on va commencer par lire la note. Je suis avec mon ingénieur que vous connaissez très bien. Voilà, donc il va regarder tout ça et puis je vais revenir avec mes 5 recommandations. Super. D'accord. Bon, au Cameroun, plus précisément, un service rattaché au ministère de l'Agriculture et du développement rural, on a un organisme qui s'appelle l'Observatoire national du changement climatique. Donc, c'est cette antenne-là qui nous donne des informations sur le changement climatique et surtout sur la climatologie. Donc, il y a de cela 4 jours déjà, ils ont sorti ce qu'ils appellent un décadaire. Le décadaire, donc, c'est des prévisions sur une dizaine de jours. Donc, selon les prévisions, étant donné que depuis le 1er mars, on a assisté à de fortes pluies, ils donnent des informations suivantes. Parce qu'après avoir donné des informations climatiques proprement dit, ils ont, à la dernière section du document, qu'on pourra bien évidemment vous partager cela, on dit ici quelques recommandations pour la période du 1er au 10 mars. Dans le secteur de l'agriculture, aux populations du Grand Sud du pays, région du centre, région du sud, du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest et de l'est, de ne pas procéder aux semis, car les pluies qui seront enregistrées dans leurs différentes localités ne traduisent pas encore le démarrage effectif des saisons des pluies propices pour les dites semis. Aux populations des régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa de rester vigilantes et de prendre des mesures préventives et efficaces pour éviter les déclenchements et la propagation incontrôlée des feux autour des plantations. Donc voilà les recommandations que l'Observatoire national du changement climatique recommande à tous les producteurs. Donc vous qui êtes abonné à la chaîne, je crois que cette information-là sera utile. Étant donné qu'aujourd'hui nous sommes le 4 mars et jusqu'au 10 mars, si on a toujours des pluies comme ça, beaucoup de personnes peuvent être vraiment incitées à aller s'aimer, mais il faut quand même avoir un regard un peu méfiant avant de prendre n'importe quelle décision. Bon, c'était ça la note de l'Observatoire national pour le changement climatique. Alors, l'observatoire est lié au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Recherche scientifique. Bon, ministère de l'Agriculture. Ministère de l'Agriculture. En tout cas, c'est un travail qu'ils doivent aisément le faire parce que, après, si on n'a pas ces informations, les gens risquent d'aller faire des trucs et puis finalement, on perd tout. Donc, en rapport avec les recommandations que je dois faire, je vais commencer par vous faire un petit rappel mémoire. Il y a de cela pratiquement 2 ans, mon ami agriculteur en Belgique, il m'a dit, tiens, Évariste, tu as eu quelle quantité de pluie cette année? Il dit, ah non, il a plu jusqu'à... Il me dit, mais tiens, c'est quoi il a plu jusqu'à... il essayait de me préciser que chez lui, au sud de la Belgique, il a eu pratiquement 1600 mm d'eau sur le plan annuel. Et moi, je comprends ce que ça veut dire. Je comprends qu'il est en train de dire qu'on a eu pratiquement 1600 mètres cubes ou bien litres par mètre carré. En tout cas, on peut faire pas mal de conversions. C'est pour dire que la première recommandation que vous allez faire cette année et que moi aussi personnellement je dois faire, c'est d'acheter un pluviomètre pour chacun. Le pluviomètre vous sert à quoi? Il vous sert à déterminer la quantité d'eau qui tombe dans votre région. Pourquoi? Parce que, au final, sur le plan annuel, les quantités d'eau sont en train de rester identiques à long terme, mais la durée de pluviométrie est en train de s'élargir, quoique ça ne reste pas constant. Ça veut dire quoi exactement? En 2017, on a enregistré en Bafia, que je maîtrise mieux, 1800 mm d'eau. Mais en 2019, jusqu'en 2021, on a toujours eu 1800 mm d'eau par an. Sauf que la répartition n'était plus uniforme. Ça veut tout simplement dire que il pleut trop une semaine. Après, ça cesse pour 2 semaines. Après, il pleut encore trop 3 semaines. Donc, au final, on a la même quantité, mais on n'a plus la même répartition. Pour pouvoir évaluer ça et faire un tableau sur Excel, un diagramme, vous devez pouvoir acheter votre pluviomètre, de sorte que vous pouvez évaluer les quantités d'eau qui tombent dans votre plantation en mars,
en avril, en mai, en juin et fait un diagramme pour pouvoir savoir exactement comment se comporter pour les cultures maraîchères, cultures annuelles et cultures pérennes. Parce que si on n'a pas cette information, on va continuer toujours d'attendre l'État. Peut-être une structure attachée à l'État qui ne va pas être très précis. Donc il faut que chacun achète son pluviomètre afin de pouvoir contrôler ses quantités d'eau, que ce soit mensuel, ou en tout cas sur l'année. Et vous pourriez donc observer la différence d'une année à une autre. Si moi je m'engage à faire ce travail dans tout le pays, ce ne sera pas possible. Le Cameroun a 5 zones agroécologiques et du coup, chaque zone a une certaine pluviométrie à mesurer. Donc, si je vous dis que, ok, une culture comme la tomate, si on fait 3 campagnes là, il faut 2500 mm d'eau et qu'il n'y a que 1800 dans nos régions, ça veut dire qu'il faut combler. Et ce n'est que la différence qui peut permettre d'installer un système d'irrigation. Et c'est pour ça que la deuxième recommandation que je m'en vais vous faire, c'est de dimensionner, concevoir un système d'irrigation que vous allez installer en saison sèche. En réalité, si vous devez mieux comprendre, pour cette année, on n'a pas vraiment installé des systèmes d'irrigation parce qu'avec mes équipes, j'étais dans la phase d'apprentissage. On était en train de faire des tests. Système de pompage électrique, système de pompage solaire, système de pompage avec le carburant, c'est-à-dire avec des motopompes. Tout ça, on a appris. Les sources d'eau, on a appris à travailler avec des puits, des forages et même des cours d'eau. Donc, c'est tout ceci que pendant l'année entre mars et pratiquement novembre, je vais pouvoir établir des modèles de systèmes d'irrigation. Ceci permettrait que, à la fin de la saison des pluies, bien évidemment, on peut dire, ok, pour 1 hectare, il vous faut tel matériel. Si vous avez telle source d'eau, si vous avez telle source d'énergie. Pour 2 hectares, pour 10 hectares, ainsi de suite. Donc, c'est la deuxième recommandation que je pense faire. À titre d'orientation pour vous, il serait très intéressant de faire ce dimensionnement pendant qu'il pleut encore. Parce que imaginez le scénario où vous commencez le dimensionnement et l'installation en novembre, quand vos plants sont déjà en train de mourir. Pourtant, le matériel d'irrigation, il ne se gâte pas vite. Ça veut dire que vous pouvez bien concevoir votre matériel, votre système. Vous achetez même votre matériel, on installe même avant de désinstaller pour stocker. De sorte que quand les pluies partent, on sait déjà qui doit s'occuper de telle phase. Donc, c'est la deuxième recommandation que je pense très utile pour vous. En tout cas, il faut vous autonomiser, en tout cas devenir autonome pour ce qui est de l'eau. Parce que quoi? Ceux qui font des cultures maraîchères, vous devez absolument comprendre que les graines se grillent chaque fois que le taux d'ensoleillement est très élevé. Donc, lorsque la température est très élevée, ça veut dire que vous pouvez faire 10 germinations, désormais vous échouez tout. Parce que vous avez germé vos pépins, vos graines, et puis finalement, le soleil a grillé. Pareil pour les jeunes plantes, plantules de la pépinière. Donc, il est évident que si le taux d'humidité du sol ne reste pas constant ou bien en cycle de croissance, vous ne vous en... Troisième recommandation qui vous sera utile, c'est tout simplement l'approvisionnement du sol en fiente et beaucoup d'autres produits qui puissent améliorer ce que j'appelle capacité de rétention d'eau du sol. Parce que vous devez peut-être comprendre que nos sols ne sont pas trop argileux. En tout cas, les sols très argileux ne sont pas très intéressants. C'est toujours intéressant qu'un sol ait au moins 2 constituants, soit l'argile et le limon, l'argile et le sable et ceci et cela. Donc, chaque fois qu'on a ces constitutions avec des équipements d'analyse du sol que vous savez que j'utilise au quotidien, j'ai réussi à comprendre que globalement, dans les régions du centre, sud et est, on a une capacité de rétention de 50%. Ça veut dire que l'eau de pluie ou l'eau d'irrigation, le sol le retient à 50%. Et puisqu'il y a un investissement pour l'irrigation, et donc il faut comprendre que vous devez augmenter la capacité de rétention de l'eau de vos sols. Et donc finalement, il faut ajouter des fientes. Je vous présenterai peut-être très bientôt un autre produit que j'appelle des mycorhizes et pas mal d'autres produits qui permettent de faire cela. Parce que, à vrai dire, si le sol a une bonne capacité de rétention de l'eau, au final, on s'en sortira. Donc, je vais laisser que l'ingénieur donne 2-3 recommandations pour qu'on termine. En tout cas, ce que j'appelle aussi recommandations, c'est des choses que vous devez faire pour pouvoir réussir les différentes campagnes par la suite. Voilà. Déjà, en gros, ce que je retiens déjà, parce qu'il y a une information très importante que vous avez abordée, M. Kana, c'est les informations. Comme votre ami de Belgique a demandé la quantité d'eau là, c'est vraiment très nécessaire. Donc, moi, ma principale recommandation, c'est de bien conserver ces informations. Si déjà au début d'une campagne, vous avez seulement juste un petit cahier, un petit calepin, vous pouvez relever les informations en termes de quantité d'éléments que vous avez achetés, les quantités d'engrais, les différents problèmes que vous avez rencontrés, ce sera vraiment très nécessaire. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir une crise ou un problème au champ, il faut faire une visite. Et vraiment, à vrai dire, on ne peut pas être magicien quand on fait une visite dans un champ.
C'est vrai, les plantes, on peut observer les plantes, on voit la réaction des plantes, on examine, mais lorsqu'on a ces informations-là, le contrôle ou du moins la consultation devient vraiment plus aisée et le produit qu'on va, ou du moins la recommandation qu'on va vous offrir à ce moment-là sera vraiment très adéquate. Donc vraiment, ma principale recommandation en dehors de ce que M. Kana a énoncé, qui est d'ailleurs dans son ensemble très riche, c'est de savoir vraiment collecter ces informations. Puisqu'il a parlé d'irrigation, il a parlé des fientes et tout ce qui va avec. Donc, si vous avez la capacité de collecter vraiment très bien vos informations, de conserver toutes les données sur tout ce que vous avez mis dans votre champ, vraiment, c'est un plus. Vraiment, cette campagne-ci, pour la campagne de 2025, vous aurez vraiment bel et bien très évolué. Donc, je crois qu'avec ça, on peut dire que la campagne va bien démarrer. En tout cas, ce sera très intéressant parce que les données, c'est ça qui nous permet de tracer les courbes. Si on n'a pas des informations, on va dire quelle quantité de semences à l'hectare, on va dire non. Deux fois, on prend un sac et le reste, c'est 5-10 kilos, on ne sait pas. Donc, les informations à noter sont vraiment très importantes. Pour un petit rappel, pour ça, je me suis clairement rendu compte que j'ai dépensé pour 10 hectares de culture que vous connaissez, un peu plus de 4 millions pour la préparation du site. Donc, quand j'ai cette information, si je n'avais pas noté, je ne devrais déjà pas avoir cette information. Exactement. Quand j'ai cette information, je me demande donc, puisque toute la préparation du site était manuelle, je me demande donc combien ça me coûterait si c'était mécanisé. Voilà, Exactement. je commence à m'intéresser au fait que, ok, le bulldozer, je le loue à 350 000 la journée, il me fait 3 hectares. Pourquoi ne pas le louer en 3 jours? Est-ce que c'est rentable? Donc, je crois qu'avec toutes les données que j'ai eues sur 10 hectares, on va pouvoir tracer pas mal de courbes pour pouvoir prendre des décisions plus intéressantes. Et je crois que c'est ce que l'ingénieur recommande. Qu'au final, qu'on passe chez vous, qu'on puisse savoir quand vous avez semé, quand vous avez buté, quelles sont les quantités des ingrédients que vous avez mis et tout le reste. Ce sera d'une très grande importance pour faire des évaluations, que ce soit économique, que ce soit technique et autres. Bon, est-ce qu'il y a une dernière information pour terminer? Bon, je pense que dans l'ensemble, c'est le temps qui va nous dire si on peut peut-être ajouter quelques éléments, puisque je crois que tout a été quand même énoncé. C'est bon. Conclusion, ne semez pas encore. Attendez mon OK. Ce sera certainement très bientôt. Donc, en tout cas, restez très connectés. On va pouvoir vous informer quand les choses se mettent à jour. Donc, on se dit bye et à très bientôt.